Cet été, dans le milieu scientifique, il y a une bombe qui s'est abattue sur la thématique des étirements. On le savait déjà, les étirements, qu'ils soient actifs ou passifs, ne devaient pas être utilisés de la même manière, car ils n'avaient pas ni les mêmes objectifs, ni les mêmes résultats sur la souplesse. C'est assez rare que ton seul objectif avec des étirements, ce soit pour aller toucher la pointe de tes pieds, ou bien encore faire le grand écart. Ce genre d'objectif-là, c'est relativement spécifique à certains sports, notamment la gymnastique. Bien souvent, les étirements sont réalisés dans un objectif second d'améliorer la qualité gestuelle sur un mouvement spécifique. On peut penser au squat par exemple, où il y a énormément de personnes avec des restrictions de mobilité au niveau des hanches et des chevilles. Ou encore en haltérophilie avec un étirement des pecs parce que ça t'empêche d'avoir une bonne mobilité d'épaule sur ton mouvement d'arraché. On le sait aussi que gagner en souplesse, ça prend énormément de temps. Et ce temps-là, il pourrait être accordé à ton objectif principal. Cet objectif qui est souvent la performance et non de gagner 1 ou 2 mini-centimètres sur certaines de tes articulations. Eh bien, aujourd'hui, j'ai quelques informations pertinentes pour toi. Quoi de neuf, docteur? Moi, c'est Tim, étudiant en doctorat en sciences du sport. Aujourd'hui, on va parler d'un article scientifique super intéressant sur les étirements. Cet article-là, il compare l'entraînement en musculation avec une amplitude de mouvement complète vis-à-vis d'étirements statiques sur la souplesse et la force maximale des individus. Tout d'abord, il y a une distinction à faire entre l'amplitude de mouvement et la souplesse. La souplesse, en anglais, appelée flexibility, c'est le mouvement d'une articulation et l'étirement des muscles aux alentours. L'amplitude de mouvement, quant à elle, appelé range of motion en anglais, c'est la mesure de cette souplesse-là. Et l'objectif des étirements, c'est donc d'améliorer la souplesse et par conséquent, l'amplitude de mouvement. Comme je vous l'ai dit au début, il existe plusieurs types d'étirements. Aujourd'hui, on va les classer en deux catégories, passifs et actifs. Lorsque la tension est passive, le muscle est étiré au-delà de sa longueur de repos, sans contraction. Lorsque l'étirement est actif, la tension provient de l'effet contractile des muscles. C'est la contraction dynamique qui va te permettre d'aller dans des amplitudes de mouvement plus importantes. Et cette amplitude de mouvement-là va créer un étirement. Pour vous faire ça court, on sait que l'étirement statique est fortement critiqué a priori d'une activité physique, dû à son potentiel effet néfaste sur les performances de force et de puissance. Cependant, il faut faire attention à ce que ça veut dire passif. Un étirement passif de 10 secondes, c'est pas la même chose qu'un étirement passif d'1 minute 30. Et ce facteur de durée-là est déterminant dans les résultats que ça va t'apporter par la suite. En gros, tu pourrais aller jusqu'à 60 secondes d'étirement passif et ça aurait pas d'impact sur ta performance. Mais au-delà de ça, ça commencerait à être néfaste pour justement les qualités musculaires que je viens d'évoquer juste avant. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler du potentiel effet de l'entraînement en musculation sur l'augmentation de l'amplitude de mouvement vis-à-vis d'un étirement statique. L'idée super intéressante derrière ça, c'est de savoir si le simple fait de pratiquer un mouvement, une certaine gestuelle, pourrait quand même te permettre au fur et à mesure de gagner de l'amplitude sur ce mouvement. On pense notamment à l'haltérophilie avec le snatch et ta capacité à descendre en squat. Faut-il que tu sacrifies des heures et des heures à t'étirer ou tu ferais mieux de continuer à t'entraîner sur ces mouvements-là et au fur et à mesure ton amplitude de mouvement va augmenter. C'est ce qu'on va voir avec cet épisode aujourd'hui. Dans la littérature, c'est pas la première étude à faire ce type d'intervention, mais les résultats ont été quelque peu hétérogènes. Et surtout, les populations étudiées étaient souvent sédentaires ou des personnes âgées. Contrairement à cette étude aujourd'hui que je vous ai dégotée, qui s'intéresse à une population jeune et active. Comment ont-ils ficelé leur étude? Les chercheurs ont fait 3 groupes. Un groupe qui s'entraîne seulement en résistance, un autre groupe qui effectuait seulement les étirements statiques, autrement appelés étirements passifs, et un autre groupe contrôle, les pieds allongés sur le canapé. Dans cette étude, ils se sont focus sur le membre inférieur et ils ont principalement regardé la flexion de hanche. Ils ont fait différents tests, notamment des tests ressemblant à un tirage isométrique à mi-cuisse, mais en le faisant de manière isométrique, jambes tendues à 95%, et à 50% de l'amplitude de mouvement au niveau de la hanche. Ils ont fait un test qu'on appelle Sit and Reach, qui va vous être illustré juste ici et qui sert à mesurer la souplesse des extenseurs au niveau du bas du dos et des hanches. L'expérimentation a duré 8 semaines. Les deux groupes ont fait 3 sessions par semaine. Le groupe qui s'entraînait en musculation ont fait des exercices suivants: Romanian deadlift et un exercice modifié avec le Jefferson curl, mais avec un kettlebell. Où là, tu vas chercher un étirement au niveau des érecteurs du rachis et un petit peu plus au niveau des fessiers. Concernant le tempo d'exécution qui est super intéressant, tu avais une partie excentrique en 3 secondes et une partie concentrique en 1 seconde. Pourquoi ils ont fait ça? C'est pour faire correspondre le temps d'exécution des mouvements à l'autre groupe qui réalisait les étirements passifs. Pas bête les chercheurs. Concernant le RPE, c'était un RPE 8 et de toute façon, je vais vous mettre le tableau juste ici pour que vous puissiez voir
exactement la progression qu'ils ont adoptée au fur et à mesure des 8 semaines. Concernant le groupe statique, ils étaient assis au sol, jambes tendues, avec une flexion de hanche pour un étirement des ischios et du bas du dos. L'intensité, c'était 8 sur 10 et c'était maintenu 32 secondes, soit le temps total pour réaliser les exercices du groupe musculation. Il y avait plusieurs séries et aussi une progression au fur et à mesure des semaines. On passe tout de suite au résultat, mais avant ça, oublie pas de t'abonner et le petit like qui fait plaisir comme d'habitude. Alors pour le test du sit and reach, on observe un effet dans le temps à travers les 8 semaines et donc une différence entre les tests pré et les tests post, ce qui se traduit par une amélioration de la souplesse au fur et à mesure des 8 semaines d'intervention pour les deux groupes. On observe une super bonne amélioration pour le groupe musculation entre les tests pré et les tests post. Cette amélioration-là se traduit par 6,6 cm de plus. Et on observe à peu près la même chose pour le groupe étirement avec 6,1 cm. Pour le groupe contrôle, aucune amélioration, mais ça c'est tout à fait normal et c'est tant mieux. Sinon on aurait eu un tout petit problème. Lorsqu'ils font les statistiques sur les résultats des deux groupes, eh bien, il n'y a pas de différence sur la mesure de la souplesse. Mais ce que je suis en train de vous dire là, c'est que le groupe entraînement et le groupe étirement passif améliorent leur souplesse de manière quasi identique à travers 8 semaines d'entraînement. Ce qui est super contre-intuitif, mais vraiment très intéressant. Et là, tu vas me dire, ouais, super, donc on fait quoi maintenant? On arrête de s'étirer? Eh bien, pas spécialement, mais laisse-moi te parler des autres résultats avant. Pour les tests de force, sur le test modifié du tirage isométrique, lorsque l'amplitude de mouvement au niveau du bassin, c'était 95%, donc quasiment jambes tendues, ce qu'on observe, c'est une amélioration entre les tests pré et les tests post pour le groupe entraînement en musculation, mais pas pour le groupe étirement statique. Lorsque l'amplitude de mouvement au niveau de la hanche c'est 50%, il y a une amélioration cette fois-ci pour les deux groupes, une très forte amélioration pour le groupe musculation et une amélioration de faible magnitude pour le groupe étirement passif. Le truc qui est super intéressant avec cette étude-là et que j'aborde tout le temps avec mes athlètes, c'est quel est ton objectif à travers cette séance d'étirement. Si la réponse concerne un mouvement spécifique que l'on travaille durant notre séance, eh bien à quel point tu as envie de perdre ton temps en fait? Est-ce que tu préfères consacrer des séances entières à t'étirer pour gagner un minimum d'amplitude de mouvement sur un mouvement qui pourrait être amélioré juste en pratiquant le mouvement? À quel point gagner 6 cm en 8 semaines avec des séances d'étirement passif va te permettre réellement d'améliorer ta performance sur le mouvement en question qui te dérange? Je préfère 100 fois travailler en musculation et développer tes qualités physiques, même si tu as une amplitude de mouvement un petit peu réduite parce que tu as la souplesse d'une brebis à la retraite, plutôt que te faire perdre ton temps avec des séances complètes d'étirement qui, à coup sûr, n'amélioreront ni ta performance en force, ni ta performance en puissance. Pour rappel, dans cette étude-là, le temps d'étirement sur ton mouvement, c'est progressif. Et c'est un excentrique en 3 secondes vis-à-vis de 32 secondes d'étirement passif où ton muscle est en full étirement. Et malgré ça, la souplesse que tu gagnes par la suite, mesurée avec l'amplitude de mouvement, eh bien, c'est la même pour les deux groupes. Si vous me suivez depuis un bout, vous le savez, faites attention, ça reste un article qu'on appelle original, qui s'intéresse à un seul groupe. C'est loin d'être une méta-analyse qui regroupe plusieurs études et un nombre de participants super important. Alors gardez ça à l'esprit. T'as beaucoup d'athlètes, notamment ceux qui commencent l'haltérophilie un petit peu tard, qui manquent de mobilité. Les méchantes articulations, c'est souvent la coxo-fémorale au niveau des hanches ou les chevilles. Et ça, souvent, ça te limite à descendre en flexion profonde. Mais si on se fie à cette étude aujourd'hui, la meilleure chose à faire, c'est de continuer à charbonner sur son mouvement. Et surtout pas de diminuer la quantité d'entraînement que tu fais pour remplacer ça par des séances d'étirement passif. J'ai vu des dizaines de personnes passer d'une mobilité d'épaule, de hanche, de cheville affreuse à des overhead squats parfaits juste en s'entraînant sur leur mouvement technique. J'espère que cet épisode vous aura plu et que vous trouvez les thématiques toujours aussi intéressantes. Dites-le moi vous dans les commentaires si vous êtes team séance d'étirement complète ou non. Merci d'avoir suivi cet épisode et on se retrouve très vite pour parler de sciences du sport car la science évolue vite, te laisse pas les passer.